Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est le rendez-vous emploi de Bismart. Vous connaissez notre rendez-vous analyse, expertise, débat. Dans le cercle RH, on s'intéressera à la rénovation énergétique. Le gouvernement en parle beaucoup, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour l'emploi. On en débat dans quelques instants. Puis dans Working Progress, notre rubrique, vous la connaissez, à la rencontre de start-up, d'entreprises. On parlera des qualités professionnelles hommes-femmes. Et puis bien dans son job, on accueillera dans quelques instants un consultant sportif de haut niveau et il modélise les performances sportives. Il les modélise à l'entreprise. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, notre JT présenté par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud. Coup de pouce pour l'apprentissage. Top départ. Cette mesure était attendue. Elle est désormais appliquée. Afin de permettre à la filière de l'apprentissage de prospérer malgré la crise économique, l'État propose désormais une aide aux entreprises qui embauchent des apprentis, et ce jusqu'au 28 février 2021. Une enveloppe de 5 000 € sera allouée à l'entreprise pour les apprentis mineurs. 8 000 € seront versés pour les apprentis majeurs. Cette aide qui concerne les CAP et licences pro n'est pas sans condition. Pourront en bénéficier les entreprises de moins de 250 salariés. Pour les autres, il faudra avoir embauché un minimum de 5% d'alternants d'ici 2021 pour espérer recevoir cette aide. En conclusion, un apprenti ne représentera aucun coût pour une entreprise, et ce jusqu'à ses 20 ans. Plans sociaux, la DGSI alerte sur les risques. Ils sont les premières victimes de la crise sanitaire, et alors que les plans sociaux post-Covid se multiplient, certains employés se préparent à quitter leur boîte avec un petit cadeau de départ. La DGSI alerte, de plus en plus de vols sont signalés au sein des entreprises à l'annonce du licenciement. Disques durs, matériel de bureau, mais aussi des brevets, secrets de fabrication et autres informations hautement confidentielles. Les dommages sont nombreux, chargés notamment de la sécurité et de la contre-ingérence économique sur le territoire national. La DGSI était en première ligne ces derniers mois pour protéger les entreprises françaises. Pour y remédier, la DGSI suggère de mettre en place des mesures radicales pour encadrer le départ d'un employé. Par exemple, la restitution anticipée et effective des matériels informatiques ainsi que le blocage immédiat des accès informatiques, notamment en cas de départ à risque. Les jeunes aiment plus leur travail que les autres. Selon une enquête menée par Choose My Company, 68% des Français sont heureux au travail et même satisfaits, un chiffre en hausse depuis 2019. Et parmi eux, les jeunes montrent encore plus d'entrain, puisqu'ils sont 72% à revendiquer leur bonheur. Pourtant, les moins de 25 ans étaient en première ligne pendant la crise sanitaire. Le nombre de demandeurs d'emploi depuis février a fait un bond de presque 30%. Mais la crise n'a pas suffi à enrayer l'enthousiasme de la jeune génération. Ces derniers se disent confiants dans leur direction et confiants dans la direction que prend leur travail à 75%. Malgré ce tableau globalement positif, un bémol, les avantages accordés par l'entreprise, comme la mutuelle, les primes ou les congés, ne satisfont qu'un salarié sur deux. Et c'est un chiffre qui est en baisse depuis 2019, une attente amplifiée par la crise récente qui a fait de l'entreprise un refuge protecteur pour les salariés. Enfin, l'allocation chômage est en hausse. Depuis hier, les allocations chômage sont valorisées à hauteur de 0,4%, a fait savoir l'Unédic. Cela concerne 92% des demandeurs d'emploi, soit 3 millions de personnes environ. L'allocation minimale passe donc de 29,26 € à 29,38 €. La partie fixe de l'allocation augmente-t-elle de 5 centimes. Cette revalorisation succède à une hausse déjà limitée à 0,7% en 2019. Le coût pour le deuxième semestre 2020 et l'année 2021 est de 130 millions d'euros. Merci Cécilia, on se retrouve demain évidemment pour de nouvelles informations. Place à notre rubrique Bien dans son job, vous la connaissez, c'est l'environnement RH. Tout ce qui se passe dans cet environnement, et il se passe plein de choses. Denis Reynaud, merci d'être avec nous, d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job, consultant en recrutement chez Odyssée RH. Alors ce qui est intéressant dans votre profil, Denis, c'est que vous venez du sport, vous êtes un sportif aguerri, j'allais dire de haut niveau, et que dans ces formations à destination notamment des commerciaux, des managers de commerciaux, vous utilisez en fait le levier du sport pour quoi ? Pour les remettre en mouvement. Pourquoi le sport porte-t-il des valeurs finalement assez comparables à celles de l'entreprise ?
Alors, d'abord, j'aurais bien aimé être un sportif de haut niveau. Ah, je vous ai flatté, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que je le prends. J'ai rapidement constaté, parce que j'ai une longue carrière de directeur commercial, etc. Oui, parce que j'ai encadré des équipes et rapidement, le parallèle entre manager une équipe de commerciaux et manager une équipe sportive, il y a vraiment les parallèles sont très, très nombreux. Lesquels, par exemple esprit de groupe, soudé, une mission, la victoire? La capacité à se fédérer, la capacité à s'aider les uns les autres, la capacité à se faire confiance, ce que des fois nous avons un peu moins dans les entreprises. Ne pas se poser de questions sur est-ce que mon collègue est digne de confiance ou pas, parce qu'il y a une solidarité qui est... Ça, c'est un sujet, ça, que vous avez c'est un vrai sujet. On a peur du voisin. Oui, c'est un sujet sur la reconstruction en équipe, où on n'a pas peur du voisin, où il n'y a pas de place pour la politique, où on est là pour un projet commun et où on avance en commun. Alors, concrètement, votre formation en tant que consultant, elle se destine à des gens qui sont déjà dans l'emploi. Concrètement, là, vous me racontiez que vous aviez vécu un Covid un peu particulier, parce que je dirais la force de votre consulting, c'est vous, c'est votre personnalité, c'est votre énergie. Sauf que là, vous aviez un écran. Comment ça s'est passé ? Alors effectivement, moi j'ai beaucoup fait de formation en présentiel, proche des gens, et j'essaie d'envoyer... Mais vous parlez avec les mains, vous êtes dans l'énergie. Voilà. J'ai de l'énergie, donc j'en profite. Et là, devant un écran, avec des gens qui sont en visio, pas en visio, cachés, etc., c'est beaucoup plus compliqué, donc j'ai dû donner beaucoup plus. Je vous garantis que quand on parle de mouiller sa chemise, j'ai vraiment mouillé ma chemise, mais au sens premier du terme. Et je terminais, après 2 heures de formation, j'étais rincé complet au point d'aller me coucher. Mais pour autant, j'ai eu des retours extrêmement forts, des gens qui m'ont renvoyé aujourd'hui avec des gens avec qui je suis en contact aujourd'hui, parce qu'il s'est passé quelque chose quand même, donc on peut y arriver, c'est moins efficace qu'en présentiel, mais on arrive à faire passer, surtout sur mes thématiques à moi, qui sont le sport, l'énergie, la remise en énergie post-Covid, puisque en fait, la construction de tout ça est partie post-Covid. La remise en énergie, c'est quoi, puisque vous parlez de sport? Qu'est-ce que vous dites à vos participants, j'allais dire à vos élèves, qui sont des adultes, qu'est-ce que vous leur dites pour remettre la prise, pour les reconnecter? Parce que c'est ça, en fait, c'est une reconnexion avec le rythme, avec le travail, avec les performances. Le premier module que j'adresse, il est se remettre après un choc. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie souvent chez les sportifs, c'est qu'ils sont soumis au choc et à l'arrêt de façon régulière. Il ne faut pas oublier, il n'y a que 2 catégories de sportifs. Il y a ceux qui sont blessés et ceux qui vont se blesser. Donc il n'y a pas d'autre solution. Donc eux, le choc, ils le prennent. Et quand on a un choc violent, qu'on va se faire les ligaments croisés, qu'on va être absent pendant 8 mois, c'est autre chose que 2 mois de confinement presque. Donc, vous comparez ce choc du Covid finalement à une grande blessure d'un sportif. Exactement. Et le sportif, il est soumis à l'échec. C'est-à-dire qu'il ne gagne pas tout le temps, le sportif. Nous, on attend dans nos entreprises qu'on gagne tout le temps, qu'on réussisse, qu'on soit performant, beau, sexy, tout, etc., qu'on soit les champions du monde. Dans le sport, il n'y en a qu'un champion du monde, donc tous les autres, ils perdent. Et donc, il faut vivre avec la défaite, il faut vivre avec la blessure, et il faut se relever après la blessure. Et ils se relèvent quand vous les reconnectez, l'entreprise, pour être très concret, vous dit quoi quand elle vous mandate? Elle vous dit, moi, j'ai une équipe de commerciaux, j'ai un réseau de femmes et d'hommes. Ils sont un peu down, comme on dit, ils sont un peu déconnectés, c'est ça qu'on vous dit? Faites-les parler, faites-les sortir du cadre du management. Partager avec eux, qui sortent ce qu'ils ont, parce qu'ils ont tout un tas de frustrations, de contraintes. On ne peut pas s'exprimer. Mais en fait, c'est du coaching de sportifs de haut niveau. C'est un joueur qui sort du terrain, que vous prenez dans le vestiaire et qui vous vide son sac. Oui, tout à fait. Mais je pense que les gens dans les entreprises ne vident pas assez leur sac, alors que dans le sport, moi j'ai fait un petit peu de rugby. Je peux vous dire que dans les vestiaires, on parle toujours des moments extraordinaires. Dans les vestiaires, il y a des moments où c'est un petit peu chaud aussi, parce que les gens se disent les choses. Et on le voit bien, les clubs, quand dans un club qui va mal de foot, par exemple, on dit on s'est parlé dans le vestiaire, on s'est compris, on sait où on va maintenant. Et c'est exactement ça. Dans l'entreprise, ça manque un petit peu. Donc ça, c'est vous qui recevez, qui êtes le réceptacle de ces mots qui n'arrivent pas à sortir dans l'espace de l'entreprise. Exactement. Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est quoi les angoisses, je dirais, principales de ces collaborateurs? L'angoisse de l'échec, l'angoisse de ne pas y arriver, l'angoisse d'avoir des mauvais résultats, l'angoisse de ne pas avoir son évaluation positive à la fin de l'année, l'angoisse de ne pas avoir des relations très fortes avec son manager, l'angoisse de ne pas bien s'entendre avec ses collègues de travail, l'angoisse du quotidien c'est compliqué de faire le trajet le matin, aller au bureau, remplir tous les objectifs tout le temps, et à un moment il faut que ça sorte. Alors soit des grosses entreprises aujourd'hui ont des structures pour accueillir ça, mais les petites entreprises, elles n'ont personne. Donc elles s'appuient en fait sur votre expertise. Exactement. Et à la fin des 2 heures où vous finissez vous-même vidé, c'est une sorte de combat de boxe en fait avec eux. Qu'est-ce que vous en tirez, vous?
Qu'est-ce que vous tirez de tout ça? À titre personnel? Non, mais à la fois personnel et sur le plan professionnel. Vous notez, vous compilez, vous transmettez? Alors, oui, tout à fait. Alors nous, je note tout parce qu'en fait, je fais évoluer mes modules de formation après chaque formation parce qu'il y a toujours une petite remarque qui me fait adresser un sujet que je n'avais pas vu. Parce que c'est les gens qui ont la vérité. Moi, ça change tout le temps, en fait. Mais oui, ça change tout le temps. Et moi, je ne suis pas le sachant et eux, les apprenants. Il faut qu'on partage des choses. C'est pour ça que moi, je les bouscule. J'aime bien aller les chercher. J'aime bien quand ils me rentrent dans l'art, quand ils ne sont pas d'accord avec moi, parce que c'est là qu'on extrait le jus. Il vous challenge en quelque sorte. Il faut. Vous aussi. Et ensuite, vous avez, j'imagine, un reporting forcément pour donner l'état du groupe. Parce que après, on a quand même toujours un retour, un feedback à faire au manager. L'entreprise, elle veut savoir, elle a mis de l'argent sur une formation. Et oui. Elle veut savoir à quoi normal. ça sert. Et normalement, derrière, il y a des contrôles de connaissances. Et le top dans la formation, c'est quand on peut après continuer à suivre un groupe pour le voir évoluer. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que tout ça, c'était que des belles paroles? Et puis c'est fondamental. Voilà. Donc, 6 mois plus tard, 2 mois plus tard, t'en es où? T'as fait quoi? Est-ce que ça va mieux? Tant qu'il y aura des hommes, c'est le nom de votre structure. Vous travaillez pour Odyssée RH. Pourquoi ce nom en quelques secondes? Pourquoi avoir choisi ce nom qui est très beau? Mais parce que je reste persuadé que tout nos... Alors, c'est galvaudé un petit peu, mais tout repose que sur les hommes, dans les entreprises comme dans le sport. Alors les hommes... Plus que jamais en ce moment. Les hommes et les femmes, bien évidemment. Hein. Des fois, l'être humain. L'être humain. Et... moi, sérieusement, les process, les produits, les services, les choses, etc. Ok, d'accord. Si nous, on est là avec de l'énergie et de l'envie, on s'en sortira toujours. Merci, Denis Reynaud, de nous avoir fait partager votre enthousiasme. Il n'y avait pas d'écran qui nous séparait. Vous avez vu, on était vraiment ensemble. Merci, consultant en recrutement chez Odyssée RH. Merci d'être venu. Tout de suite, notre rubrique Working Progress, c'est tout de suite. Working Progress pour découvrir les dernières tendances RH, les chefs d'entreprise, les créateurs d'entreprise, pour nous faire partager tout simplement leurs initiatives et leurs passions. Travailler demain, toujours avec Welcome to the Jungle, avec une start-up, Jérémy, et on reste évidemment dans notre thématique de la parentalité. Exactement. Parents, c'est un parcours semé d'embûches et heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour nous y aider. D'ailleurs, c'est souvent pour ça que parfois le matin, c'est compliqué avec le télétravail et autres. Et Charlotte Ducharme, qui est avec nous aujourd'hui, est en train de résoudre ce problème. C'est un grand mot, mais... en tout cas, d'aider à le résoudre. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Cool Parents Make Happy Kids. Désolé pour mon accent un peu français. C'est très bien. Mais qui a été un best-seller et vous en avez fait une entreprise qui aujourd'hui en fait est un site de coaching parental en ligne. Vous disposez plein de conseils, de la formation, en tout cas du contenu d'e-learning pour aider les parents sur tous ces sujets. Comment vous est venue à l'origine l'idée d'écrire le livre et ensuite de développer tout ça ? Tout simplement parce que en voyant, moi-même par rapport aussi à mon enfance, et puis en voyant que face à notre enfant, en fait, parfois on se comportait d'une manière qui n'était pas du tout celle qu'on aimerait que lui-même ait dans le même cas de figure. On est un peu démunis, quoi, pour le dire ça. Parfois on est démunis. Voilà, et parfois juste se poser, prendre du recul sur les situations, relativiser, et puis mieux comprendre son enfant, mieux se comprendre soi, ça aide vraiment à gagner en sérénité et à dénouer certaines situations. Ouais. Charlotte, je suis en galère, j'ai mon bébé, il y a le bain. Le bain, c'est souvent un moment compliqué avec un nourrisson. Ouais. J'appuie sur votre application et pop, on m'explique, rassurez-vous, la température est à 28. Alors, c'est plus sur les relations avec votre enfant. Pourquoi est-ce que le bain, ça se passe mal? Pourquoi est-ce qu'il a peur? Et comment faire pour qu'il hurle plus à chaque fois que vous retirez le C'est vrai. Ou que vous le mettez dedans. Enfin, que vous le mettez, que vous le sortiez d'ailleurs. Parce que oui, la sortie n'est pas toujours facile. Et là, vous donnez des conseils. De comprendre aussi l'enfant. Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Comprendre que déjà, c'est une situation qui est partagée par beaucoup on n'est pas seul. de parents. Ouais, c'est ça. Et que, proposer différentes pistes pour agir. Et puis ensuite, parfois, on peut avoir toutes les astuces du monde. On est quand même énervé face à la situation et on ne va pas réussir à appliquer quoi que ce soit. Donc, on a aussi des coachings qui aident à gérer ses propres émotions et comprendre pourquoi est-ce que cette situation nous énerve. Respirer un peu, quoi. Oui, d'ailleurs, vous parlez d'éducation positive. C'est vraiment un message que vous martelez. Alors, comment il n'y a pas pour moi d'éducation négative et il n'y a pas un élite d'éducation. On est arrivé, ça y est, on a tout compris. Non, on fait des petits pas face à notre enfant, face à nous. Enfin, l'important, c'est vraiment d'avancer et surtout que certaines situations qui nous énervaient, qui partaient en cacahuètes, qui nous pété des plombs, nous permettent au bout d'un moment de relativiser, de les prendre avec sérénité et de ne plus péter des plombs à chaque fois que mon enfant n'accepte pas, de manger ses légumes ou en tout cas trouver d'autres solutions pour que ça puisse. C'est un vrai sujet d'angoisse des parents. Tiens, il ne mange pas les plats que je lui fais.
Il y a beaucoup de sujets d'angoisse. En fait, je sens que les plats, Arnaud, ils s'habillent a pas, besoin de coaching gratuit. Oui, je vais aller assez rapidement. Enfin, la période est un peu passée, mais c'est vrai que c'est des angoisses qu'on a tous, le bain, le repas. Et en fait, notre enfant vient appuyer un peu sur tous les boutons qui nous font péter des câbles et qui nous rappellent toutes ces peurs qu'on a, ces craintes, ces peurs qui se passent mal. Donc il y a quand même un côté psy, mais tout ça avec légèreté, un peu d'humour, ça passe mieux. Et juste avant, on parlait de parentalité dans l'entreprise, l'impact que ça peut avoir sur la carrière de chacun. Est-ce que tous ces sujets aussi, on ne pourrait pas, par exemple, donner comme rôle aussi à l'entreprise, par exemple, je sais pas, d'offrir ce genre de contenu à ses salariés qui pourraient en avoir besoin? Complètement. On est en réflexion avec certaines entreprises sur ce sujet, notamment sur le sommeil. On a un super coaching qui permet en 15 jours un accompagnement vraiment main dans la main avec un psychologue qui est formé aussi par nous, etc., pour que le parent puisse retrouver des nuits sereines, parce que quand votre enfant se lève 10 fois par nuit ou à 5 heures du mat et qu'il ne se recouche plus et qu'il se couche à 23 heures, c'est compliqué d'être éveillé au bureau. Et donc, il y a des entreprises qui sont aussi intéressées pour pouvoir accompagner leurs parents face à ces situations. Oui, parce qu'il y a un sujet réel de productivité, d'être présent dans son boulot, puis même avec tous les changements actuels où la vie familiale est devenue en partie la vie professionnelle. Télétravail obligeant. Exactement. Les Zoom crashers, maintenant, c'est nos enfants. Est-ce que ça aussi, c'est un terrain sur lequel vous voudriez aller dans le futur ? Notre objectif, c'est en effet d'accompagner le parent face à tous ces challenges du quotidien, avec son enfant, mais aussi avec soi-même, et demain aussi avec son entreprise. Mais ce qui est assez sympa, qu'on voit aussi dans nos coachings, c'est que finalement, on est sur une relation interpersonnelle, et tous les astuces ou toutes les prises de conscience ou le cheminement qu'on fait par rapport à notre enfant, on pourrait très bien le faire aussi avec un collaborateur. Et donc, on a un peu des choses qui sont similaires entre l'éducation et le management aussi. Charlotte Ducharme, Cool Parents Make Happy Kids, c'est plus long que Welcome to the Jungle. Vous avez été battu sur le nom de la start-up. Merci Charlotte, c'est passionnant. Il faut aller sur l'appli peut-être pour dénouer les nœuds que les parents... Le site internet d'abord et ensuite et l'appli. Merci beaucoup. Merci Jérémy, on se retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures. Place tout de suite à notre cercle RH. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour débattre de la rénovation thermique. Bon pour le porte-monnaie et aussi très bon pour l'emploi. Retour dans notre cercle RH, notre débat quotidien à propos de l'emploi. On s'intéresse à la rénovation énergétique. Vous allez me dire, mais quel est le lien entre emploi et rénovation énergétique? Il y en a un, évidemment, parce qu'il y a le volet écologique, on va en parler. Évidemment, faire en sorte qu'il n'y ait plus de passoires thermiques, mais c'est aussi un secteur d'activité à développer et créateur d'emplois et vertueux et écologique. On en parle avec mes invités, parce que c'est vrai que le président Macron n'a pas repris la proposition d'obliger une rénovation thermique après la convention climat à l'issue des examens au Conseil économique et social. Gilles Béraud est à mes côtés. Bonjour Gilles, vous êtes le délégué général de la Fondation pour la rénovation énergétique, porte-parole du collectif Stop Exclusion énergétique. Vous avez sorti ce livre. Un autre monde est possible. On l'utilise souvent, c'est une expression qu'on entend souvent aux éditions de l'Aube. C'est un livre collectif, Lost in Transition, avec un point d'interrogation. Merci en tout cas d'être avec nous et vous nous parlerez de votre combat. Vous avez un clip qu'on découvrira dans quelques instants. Christophe Février, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de Géo PLC Helio dans le secteur qui nous concerne, mais vous êtes aussi, j'allais dire, ne le prenez pas mal, mais un tycoon. Vous avez plein d'entreprises que vous avez rassemblées autour de la manufacture Février, dans plein de secteurs différents, parce que vous êtes un entrepreneur vertueux, qui voulait sauver les emplois, sauver les entreprises. Comment vous vous définiriez? Non, j'aime porter des projets et je suis vraiment l'entrepreneur type qui se lève le matin pour embarquer ses équipes. Une idée, moi je pars du principe que c'est 5% d'un problème. Et moi, mon sujet, c'est réaliser cette idée, l'emmener au bout. Et donc je suis un porteur de projet et en tant que fondateur des sociétés dont maintenant, pour la plupart, j'ai mis des petits jeunes très dynamiques, très efficaces à les gérer, je les accompagne et aujourd'hui je commence à être dans une logique de transmission. C'est ça, c'est ce que j'ai lu. Vous pesez quoi, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires globalement? Oui, en France, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. 300 millions et dans des secteurs très diversifiés parce qu'il y a... avec des lignes directrices qui touchent à la transformation de la société et je suis aujourd'hui ravi que la transition énergétique et écologique... C'est un de vos combats, hein?
c'est un combat fondamental et c'est, je pense, mon dernier combat. En tout cas, c'est le combat que je souhaite animer pour les prochaines années. Je pense qu'on est dans le on time. Vous me faites peur. Dernier combat, mais vous êtes tout jeune, Christophe Février. Franck Billot, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du réseau Ecohabitat, expert en énergie et c'est un pitch, mais capable de financer à 100% des travaux de rénovation, parce qu'il y a quand même un enjeu de coût pour les familles, et les familles modestes notamment. On va parler de tous ces sujets, parce que je maintiens que c'est un secteur riche en création d'emplois, en innovation technologique aussi, parce qu'il n'y a pas que la laine de verre, il y a plein d'autres produits. On va en parler. D'abord, regardons ces images, parce que ce clip est très beau, réalisé par Stop Exclusion, justement, et qui nous sensibilise, non pas à l'aspect technique, mais aussi à l'aspect humain, parce que tout ça a des incidences sur le corps humain, la santé, tout simplement notre vie. Regardez ce clip et on débat juste après. En France, 12 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique. Une personne sur 5 ne peut pas se chauffer correctement, ne peut pas se déplacer facilement. Les conséquences sont directes. Santé, environnement, endettement, accès à l'emploi, accidents ménagers, éducation. Au-delà, la précarité énergétique, c'est une question de dignité. Heureusement, des solutions existent. D'autres vont être inventées, ensemble. État, territoire, entreprises, associations, chercheurs, citoyens. Si tout le monde s'y met, nous pouvons sortir 1 million de personnes de cette précarité dès 2021. La précarité énergétique doit devenir grande cause nationale 2020. Nous avons besoin de tout le monde. Lutte contre l'exclusion énergétique. Voilà, on voit bien la globalité de cette problématique. Je vous le dis abruptement, Gilles Béraud, ce n'est pas la première fois qu'on parle de rénovation énergétique, de grands plans nationaux. Il y en a eu plein. Je pense notamment à Cécile Duflot, qui s'était engagée il y a déjà longtemps. On en parle beaucoup, tout le monde a conscience. À travers ce clip, on voit bien les enjeux. Ça n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que... Ou ça avance trop lentement ? Enfin, probablement trop lentement. Parfois, on n'a pas conscience que quand on fait de la rénovation énergétique, nous, on est plutôt spécialisés, on s'intéresse plutôt aux précaires, mais la rénovation est beaucoup plus large qu'évidemment que chez les précaires. Pour nous, c'est un sujet important parce que, en tant que Fondation des Transitions, ce qui nous intéresse, c'est comment justement changer d'échelle. Où sont les freins ? Et pour une fois, on a trouvé un sujet où on gagne sur le plan écologique, mais surtout on gagne sur le plan social et des grands précaires, mais aussi de l'économie en créant de l'emploi et surtout sur la santé. Parce que là, le mal logement en France, c'est 700 millions d'euros de coûts directs pour la sécurité sociale. Ça, c'est des critères complètement nouveaux. Pourquoi on a pris du temps ? Parce que c'est compliqué. Parce qu'une rénovation, c'est pas quelque chose qui se décrète. Et, effectivement, la Convention citoyenne a dit qu'il faut accélérer les choses. Ben oui, il faut accélérer les choses. Mais évidemment, tout le monde réfléchit depuis longtemps au fait d'interdire. Mais interdire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment on finance ? Parce que des logements appartiennent aussi à des gens en grande précarité. On fait valser les milliards quand on parle de rénovation. Donc la question, c'est construire concrètement les choses, territoire par territoire, calmement et surtout à base d'alliances, parce que c'est tout un continuum. La rénovation, ça commence quand on constate qu'il y a un problème. Il faut trouver les modes de financement, et je sais que c'est compliqué, même si l'État fait beaucoup, mais ça ne se déclenche pas assez vite. Je sais que Christophe Février y est très sensible, forcément, en tant qu'entrepreneur. Et ensuite, il faut accompagner les gens, il faut trouver les artisans. Voilà, c'est vous voyez qu'on arrive doucement. Ouais. Et des équipes très complexes. Et enfin, aujourd'hui, je crois que tout le monde est autour de la table. On n'est plus en train de dire c'est la faute aux... Non, la question, c'est on s'y met concrètement et on crée des alliances à chaque niveau territorial. C'est ce qu'on essaye de faire dans Stop Exclusion énergétique. On va revenir sur ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il y avait 150 propositions sur la table après les débats citoyens. La proposition de rendre obligatoire la rénovation des passoires thermiques n'a pas été embrassée par le président Macron pour des raisons peut-être de coût. Franck Billot, pour ceux qui nous regardent, le citoyen a à peu près compris que pour 1 euro, ça a été d'ailleurs un objet de polémique, il pouvait aménager ses combles. Bon, ça, il a compris. Quelle est votre mission, quel est votre rôle et comment vous emboîtez dans la chaîne de cette rénovation thermique ? Parce que c'est très technique. Ouais. Quelle est votre mission, vous, chez Ecohabitat ? Nous, on va chercher les publics qui n'imaginent pas que c'est possible de faire des travaux d'amélioration de l'habitat. Donc, on parle de précarité énergétique, mais on peut parler aussi de gens qui habitent dans des logements insalubres, avec très peu de ressources, et qui se disent, en fait, faire 40 000 euros de travaux, chez moi, c'est pas possible. Il n'y a pas d'argent en France, on le sait bien. Les entreprises, j'ai pas confiance en elles, et je suis pas en capacité de faire mes travaux moi-même. Donc, en fait, il faut assembler... Donc, il laisse faire. En fait, il laisse faire parce que juste, on est dans un monde où on se dit que c'est plus possible de trouver 40 000 euros.
Or, en fait, des dispositifs, comme l'a dit Gilles, c'est pas ce qui manque. Il y en a beaucoup. Il y en a même malheureusement. Alors trop. Du coup, on s'y perd. Je dirais pas trop parce que, en fait, les plus malins vont aller chercher les bons pour eux, mais il faut aller les chercher. Et vous, votre boulot, votre job, c'est ça? Et en fait, c'est d'aider des gens qui sont dans des logements aujourd'hui, des passoires, qui sont dans des logements insalubres, à aller chercher les financements et à créer la relation de confiance à la fois avec les collectivités, les financeurs, mais aussi avec des artisans qui se disent aller faire des travaux chez des gens qui n'ont pas d'argent, c'est quand même un petit peu loufoque. Christophe Hervier, je vous repose la question parce qu'il y a cette manufacture février, mais il y a Géo, PLC, Elio. Vous l'évoquiez tout à l'heure, vous êtes un chef d'entreprise engagé, entrepreneur engagé. Pourquoi vous croyez à ce dossier de la rénovation énergétique et thermique? Pourquoi c'est important pour vous de porter ce sujet? Parce qu'il en va de l'avenir du pays. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux fondamentaux. Le premier déficit de la France, c'est son déficit énergétique. On achète trop cher, trop d'énergie à trop de gens chez qui ça pose beaucoup de problèmes. Et qu'aujourd'hui, Gilles l'a dit, on a à la fois au travers des C2E, qui est un dispositif ancien, maîtrisé par les administrations, la puissance publique, qui est un vrai outil de politique publique, efficient et vertueux. On a un outil aujourd'hui magnifique qui permet à ce jour de driver 4 milliards d'euros qui vont des pollueurs vers la réalité qui est celle de faire des travaux et d'aider des gens à sortir de la précarité. Voilà. Et vous citiez les 1 euro, on pourrait y revenir, bon, mais il ne faut pas résumer ça au 1 euro. Donc c'est la partie émergée de l'iceberg, ça. Ça a été à un moment donné, on a été le premier à faire une opération massive sur les 1 euro qui a consisté à équiper un foyer sur 10 en ampoules LED gratuites. Vous avez commencé par les ampoules. Voilà, c'est le premier grand. Voilà. Vous êtes devenu riche, c'est un peu le pitch, en vendant des ampoules gratuites. Alors, c'est très mal. Si on ne vend pas des Mal Vuitton ou certains autres produits de luxe, il ne faut pas devenir riche en France, ça ne vous vaut que des problèmes. Donc, et tout l'argent que je gagne, j'en consomme pas beaucoup parce que je travaille beaucoup, je le réinvestis dans mes sociétés et je crée de l'emploi. Et bon. Voilà. Et vous sauvez des sociétés qui sont en train de mourir et qui avaient une technologie. J'ai en effet dans mon parcours sauver ou redresser une dizaine d'entreprises, voilà, et ça fait partie de mon parcours entrepreneurial. Pourquoi il ne faut pas résumer ça au 1 euro? C'est parce que le 1 euro, ça permettait de massifier et de rendre appréhendable le fait qu'en effet, parce qu'on est pauvre, ou parce qu'on est précaire, parce qu'on n'a pas le droit... Aujourd'hui, avant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les économies d'énergie, c'était réservé aux possédants, propriétaires, les types qui étaient multipropriétaires de plein d'appartements qui louaient à des gens qui n'avaient pas les moyens de se les acheter. Et puis de temps en temps, il y avait une carotte fiscale qui sortait et au bon gré, ils changeaient les fenêtres, ils changeaient l'isolation. Ça ne changeait pas leur quotidien, ça changeait beaucoup le quotidien de leur... Effet d'aubaine. Effet d'aubaine. Il y a un effet d'aubaine. Voilà. De l'autre, il y avait des politiques publiques d'affichage extraordinairement ambitieuses avec des 500 000 logements qui n'ont jamais rien donné parce que derrière, il n'y avait pas toute la mécanique fine qui va jusqu'au bénéficiaire final, dans lequel aujourd'hui les conditions sont là pour le permettre, si tout le monde se tient la main et si tout le monde fait bien ce pourquoi il est à sa place. Voilà. Donc aujourd'hui, on va balayer ce passé et on va se dire qu'on peut faire... il faut rénover le pays. Et aussi nos façades. Voilà, il faut donner de l'emploi à des gens. Il faut que nos usines de matériaux, et les matériaux d'isolation, sont des matériaux qui voyagent très mal. Donc ça veut dire que clairement, quand vous faites un chantier de rénovation, quand vous changez une chaudière, quand vous faites tous les travaux d'aménagement qui permettent à tous de... Et quel est l'intérêt de brûler du gaz ou du pétrole dans un pays qui n'en produit pas au-delà de la problématique mondiale? C'est une hérésie. Donc aujourd'hui, on a les technologies, c'est que des problématiques de mécanique très fines, qui nécessitent que tous les acteurs, publics, privés, associatifs, se mobilisent. Parce que moi, je ne peux rien faire seul. Et la puissance publique ne peut pas faire seule. Ça a été démontré. Les associations ont besoin... Donc c'est une chaîne, la chaîne de la rénovation. Voilà. Juge Gilles Béroux. C'est que des emplois en France. C'est ce que je voulais vous dire. Que des emplois locaux, c'est-à-dire que de la visserie, au type qui conduit son camion, au type qui fait la pause, au gars qui bosse dans une usine. Le polystyrène, ça se déplace sur 3 départements. Voilà, c'est tout. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que ce n'est que vertueux. Ça doit être bien géré, finement géré, que l'administration soit... Supervise, oui, parce qu'il y a un vrai débat. Il faut faire attention évidemment à l'effet d'aubaine et évidemment aux opportunités d'entreprises qui ne seraient pas vertueuses. Sur la création d'emplois nets, moi j'ai vu que la Fédération française du bâtiment était plus que partie prenante, disait nous on est prêts. C'est vrai, il y a quoi, 150 000, 200 000 emplois à créer si véritablement on accélère cette rénovation? Alors, tout le monde est prêt?
Non, tout le monde n'est pas prêt. Et voilà. Donc, mais c'est maintenant que ça se passe. C'est-à-dire que je pense qu'aucune étude sérieuse, on sait que c'est des centaines de milliers d'emplois, c'est ça. que c'est on n'a pas de chiffres. de local, qu'on sait faire toutes sortes de matériaux, y compris biosourcés. Oui. On sait faire des laines de chanvre, on sait faire de la laine, de l'isolation avec des pailles de riz, avec des pailles de plein de sortes de plantes. Excusez-moi, il faut l'artisan qui sache l'utiliser. Alors, mais derrière, c'est pour ça qu'on a lancé les trophées des solutions pour la précarité énergétique. C'est pour aller identifier toutes ces bonnes solutions, parce que parfois, il y a des solutions qui ont été inventées par un petit groupe. Donc, notre objet là, avec ces grands trophées, parce qu'on est partout en France, c'est d'identifier ce qu'il y a bien, qu'est-ce qui est duplicable. Et qu'est-ce qu'on va accompagner? Comment la petite société, parfois de l'ESS, qui a inventé quelque chose, on va l'aider, l'accompagner, la mettre en visibilité. On emmènera ces gens-là dans le grand show de l'innovation qui est le BIG le 1er octobre. On va les emmener sur le Salon des maires de France pour montrer que ça marche. BIG, c'est BPI, hein. Pardon, le grand événement. Le grand événement, c'est important. Qui a lieu le 1er octobre. Et là, vous propulsez ces innovateurs. On va les mettre, voilà. Et même s'ils viennent de l'ESS, des associations, il faut qu'on fasse cet emballement. C'est un plan Marshall qu'il faut faire. Donc, c'est de la formation. La cause nationale, mais patatras, il y a eu le Covid, donc compliqué. Oui, mais je pense qu'on va le faire au niveau européen, parce que... C'est ça. Parce que... Voilà, le sujet est international, parce qu'on est dans le Green Deal, parce que, effectivement, comme le disait très bien Christophe Février, c'est une capacité de développement, et s'il y a quelque chose dans le plan de relance qui est évident, c'est quand même qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'énergie locale, des entrepreneurs locaux qui permettent d'économiser. C'est du local, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables dans la mesure où les salariés sont dans des bassins d'emploi à proximité, et pourtant, Franck Billot, ça ne marche pas. Il y a eu plusieurs essais, plusieurs tentatives, plusieurs plans. Qu'est-ce qui vous manque là aujourd'hui, concrètement ? Alors en fait, il manque beaucoup de confiance entre des bénévoles qui peuvent en fait identifier des ménages et penser que c'est possible d'avoir des dispositifs financiers. Et il faut en fait créer la confiance avec des entreprises qui acceptent d'aller en fait chez des ménages pour lesquels on va dire que les dispositifs publics sont un petit peu compliqués pour aller chercher les financements. Ouais. Donc en fait, il y a besoin de fluidifier en fait les financements. Il y a besoin en fait d'aller aussi en fait de permettre un financement pour des personnes en grande précarité sur des typologies de travaux et adapter le financement à ce que sont les gens qui sont dans des ménages, dans des passoires énergétiques. On doit prendre c'est la finesse, c'est vraiment exactement. Très fin. On doit prendre en compte la question en fait de la mobilité d'une famille dans son logement, la question de sa santé, la question en fait du nombre de personnes dans une maison, et adapter en fait les financements à ces situations. Vous dites on n'a pas de chiffres. En fait, on a des chiffres. Il y a quelques chiffres qui circulent, mais qui sont différents. On sait que 1 million en fait d'euros investis dans de la rénovation, c'est plus ou moins en fait 16 emplois qui sont permanents pour faire de la rénovation. Donc il faut multiplier ensuite. Exactement. En fait, avec 40 chantiers qu'on accompagne nous Réseau Ecohabitat dans l'année, donc on sait que c'est plus d'une cinquantaine d'emplois qui sont pérennes. Mettons qu'on prend demain en fait les 200 000 plus grosses passoires énergétiques, logements insalubres en France, il faudrait quasiment 160 000 emplois. Et je parle que de 200 000 en fait rénovations. On est sur 200 000. Voilà. On n'est pas sur les 500 000. 500 000, c'est bien plus. Exactement. 500 000, c'est le volume annuel qu'il faut faire. C'est ça, et on l'atteint pas. Très loin. Non, on en est très loin. En fait, il y avait Monsieur Jouzel ce matin qui parlait de 400 000 à 900 000 emplois qui pourraient être en fait créés si dès maintenant, en fait, on s'attaquait à l'identification, à l'accompagnement des ménages, au diagnostic, à la mobilisation des entreprises pour faire des travaux. Juste Christophe Février, je vous donnerai la parole Gilles Béraud, parce qu'il y a quand même le débat des propriétaires. Comment motiver un propriétaire qui globalement se dit moi je n'ai pas besoin de rénover, mon loyer tombe tous les mois, je n'ai pas à le faire. Votre action concrète, là en tant qu'entrepreneur chez GOPLC, c'est quoi concrètement? Quelle est la mission de votre entreprise? Le concret, si vous alliez sur helio.com, vous allez en quelques clics, que vous soyez un particulier, une collectivité, une entreprise ou un partenaire artisan, vous allez par des calculettes immédiatement identifier ce que vous expliquiez, c'est-à-dire les centaines, les peut-être 600 ou 700 mesures fiscales d'aide à la rénovation. Donc aujourd'hui, on est une plateforme unique tournée vers tous les acteurs, bénéficiaires ou ceux qui y travaillent, pour calculer ce à quoi vous avez droit. Le problème aujourd'hui, et le drame de la précarité, c'est un sujet dont on débat souvent et qu'on connaît bien, c'est que plus vous êtes
précaire et plus vous êtes en droit d'espérer qu'on vous aide, moins vous y avez accès, moins vous pensez que vous pouvez y avoir accès. Un problème de confiance et de complexité souvent administrative, pour le dire simplement. Oui, et puis une peur. Ouais, une peur, voilà. Ouais, et puis la peur de se faire avoir, la peur de se dire c'est pas fait pour moi. Et aujourd'hui, tous ces dispositifs existent. Donc, en allant sur une plateforme comme Elio, vous allez renseigner vos éléments et puis vous allez récupérer des informations. On va vous appeler, des professionnels locaux vont vous appeler. Nous, on a un tissu. Aujourd'hui, concrètement, nous, c'est 1200 personnes qui se lèvent tous les matins pour faire des travaux chez des gens. Voilà. Donc, entre nos collaborateurs... C'est votre réseau, ça Ça, c'est mon réseau. Voilà. Donc, c'est mes 300 collaborateurs et puis c'est les 850, 900 ouvriers du bâtiment et des travaux de rénovation. Connectés à Elio. Voilà. Et un chiffre qui, moi, me passionne, c'est qu'il y a 3,6 millions de chaudières au fioul dans ce pays. Il y en a 3,2 millions chez des particuliers. Et aujourd'hui, en changeant simplement, et en effet, ça peut rentrer dans les 1 euro, ou avec un reste à charge très, très faible de l'ordre d'à peine 10%, vous pouvez aujourd'hui changer sur 10 ans. Ça peut être 5 ans, mais 10 ans, c'est une ambition raisonnable. 3,2 millions de chaudières au fioul par 3,2 millions de chaudières biomasse, en biomasse, fabriquée et assemblée en Alsace, en France. Donc il y a une filière là qui oui. Et qui n'existe pas vraiment d'ailleurs. On a créé 14 emplois l'année dernière, on va en créer 14 de plus cette année. Et puis s'il fallait en créer ça, et puis si De Dietrich doit se mettre à faire des biomasses, c'est ce que je voulais vous dire. Leur usine, elle fait plus de chaudière au fioul parce que c'est dépassé. Et au-delà de ça, le particulier, qu'est-ce qu'il gagne? Il a une installation neuve. On lui change son ballon, on peut lui rajouter un peu de panneaux solaires, on peut lui rajouter une PAC en fonction de. Et là, en effet, le niveau de minutie intervient, c'est-à-dire que ça dépend de sa région, ça dépend des conditions de froid, ça dépend de la taille de la maison, voilà. Il y a beaucoup d'éléments. On peut lui livrer une installation de chauffage qui va lui faire baisser d'au moins 30% sa consommation d'énergie. Et là, le gain, il est énorme. C'est-à-dire que vous avez... Gagnant-gagnant. Bon pour l'emploi, bon pour le... Vous avez des gens qui sont à 2 000 € sur le foyer par mois, ils feront leurs calculs eux-mêmes, qui changent leur fuel pour 800 à 3 000 € par an et qui vont gagner 30% avec une installation neuve. Avec un ballon récupérateur de chaleur qui va récupérer la chaleur des panneaux solaires la journée et la distribuer le matin pour se doucher. Enfin, des choses évidentes, modernes et fiables. Avec des professionnels qualifiés. Et la qualification, ça ne s'arrête pas au RGE. C'est pas une formation de 2 jours qui va faire de vous un spécialiste de l'économie d'énergie. Et on a besoin que tout le monde, on se tienne la main sous l'œil bienveillant et promoteur de l'administration et qu'on nous donne un peu de liberté pour agir. Le message est passé. Hein. L'administration vous regarde d'ailleurs. Hein. Elle est là. Voilà, aujourd'hui, clairement, les conditions sont réunies, les solutions sont là. Bien sûr, il faut accélérer, il faut se faire tous confiance. Voilà, c'est qu'une question d'engagement. Et moi, je suis un progressiste, je l'assume et je le réaffirme. C'est-à-dire que moi, je crois que demain est meilleur qu'hier. Mon expérience personnelle en est une, celle de mes parents, celle de mes arrière-grands-parents. Je pense qu'avec Gilles, on a les mêmes sentiments. Il faut arrêter de dire que c'est triste et que les gens sont... un message d'espoir. Et voilà, il y a une filière à créer, il y a des emplois à créer. Juste, Gilles Béraud, avant de nous quitter, parce que ce débat est passionnant, la question des propriétaires et du rapport aux politiques. On parle de l'administration, mais c'est aussi des choix politiques. Je viens de Normandie, quand on travaille sur le dossier, il reste assez flou finalement. Ça bouge souvent, la fiscalité change. Sur les propriétaires, comment vous les encouragez à faire des efforts? Parce qu'ils ne sont pas très motivés, les propriétaires. Alors, d'abord, moi je pense que l'État n'est pas flou dans cette affaire. L'État est confronté à des vraies difficultés de la gestion de son administration et de la bonne volonté des gens. Il n'y a pas que la bonne volonté des gens. Je crois que l'enjeu est extrêmement clair. Il y a un argument sur la chaudière à fioul que n'a pas utilisé Christophe Février, c'est la question de la santé. Je pense que vous avez déjà vécu dans une maison avec une chaudière à fioul, ça sent pas bon. Et en plus, il y a les émanations, etc. Donc on a aussi une... Donc la question, c'est de voir les choses de façon globale. Quand on dit 700 millions de coûts directs pour la santé du mal logement, plus de 20 milliards de coûts indirects, résultats scolaires, etc. Parce que les enfants qui vivent dans le mal logement, ils sont plus souvent malades. Ça coûte de l'argent, moins de résultats scolaires, confiance, etc. Donc là, il faut prendre la réalité, c'est que si on finance et on isole réellement partout, qu'on change partout les chaudières, on va gagner. Même si on finance à 100%. Donc, il faut arrêter avec cette histoire du reste à charge. On crée de l'emploi parce qu'on crée des filières. On crée de l'emploi, on améliore la santé, on améliore la qualité de vie des gens, on améliore la cohésion sociale. Je vous rappelle quand même, on est quand même, on est dans quelques années un peu compliquées sur la cohésion sociale. Oui. On a besoin de qualité de vie, on a besoin que les gamins ont des résultats scolaires. Donc, de toute façon, il faut arrêter de s'opposer. On a aujourd'hui une revendication, c'est que la compensation carbone, vous savez ce que payent les entreprises. Aujourd'hui, ils plantent des arbres, ils font plein de choses.
il faut qu'ils puissent faire de la compensation carbone pour financer de la rénovation. Ça, c'est une proposition très concrète. Voilà, c'est une proposition qu'on a fait à la ministre, qui intéresse la ministre concernée. Voilà. Mais on va encore inventer plein de choses. Il faut juste effectivement se faire confiance et il faut arrêter de dire est-ce que c'est juste. C'est pas juste. C'est juste pour la santé, la cohésion sociale. C'est vrai que c'est bon dans plein de secteurs. Donc, de toute façon, c'est vertueux. C'est vertueux. Voilà. Il faut financer cette affaire. C'est de c'est ce que disait Christophe Février. C'est une négawatt quand même. C'est ça. Voilà. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et effectivement, les chiffres sont quand même extrêmement impressionnants. On est souvent, y compris et d'autant plus chez les plus précaires, qui ont aussi des voitures qui consomment plus, etc., qui polluent plus, ont des bâtiments aujourd'hui qui coûtent 3 000, 3 500 euros quand ils devraient dépenser 1 000 à 1 200 euros par an. Merci. Imaginez les échelles. Oui. Donc, il faut arrêter avec le reste à charge, il faut financer massivement et 100%. Merci à vous trois, c'est un débat passionnant. J'aimerais bien vous réinviter d'ailleurs, parce que c'est intéressant de voir la suite et le suivi de ce genre de dossier. Christophe Février, GOPLC Elio, entrepreneur très engagé dans la manufacture Février. On n'a pas parlé des bouchons de champagne parce qu'on n'a pas le temps, mais vous avez aussi sauvé cette boîte qui était en train de couler. Merci d'être venu, Franck Billot, directeur réseau Eco-Habitat. Puis vous êtes un expert en énergie. Puis merci à Gilles Béraud, Un autre monde est possible, Lost in Transition avec un S aux éditions de l'Aube, qui est un livre collectif. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet fondamental, parce que j'imagine qu'en 2021, vous allez vous rebattre pour que ça soit l'année de la rénovation énergétique. Merci à vous. On se retrouve évidemment à la fin de notre rubrique pour Fenêtre sur l'emploi. Là, on parle de recrutement et de chiffres. C'est tout de suite. Notre dernière rubrique dans Smart Job, Fenêtre sur l'emploi, vous la connaissez, on parle recrutement, on parle emploi et on s'intéresse avec Pierre Antébi, qui est le directeur business marketing chez Figaro Classified, à CV Aden, je l'ai mal dit. Figaro Classifieds, oui, et CV Aden. Ouais, je l'ai bien dit, CV Aden. Très bien. Alors, CV Aden, pour ceux qui ne connaissent pas, a été créé il y a 12 ans. Voilà. Là, c'est une nouvelle version de CV Aden. Exactement. À destination des recruteurs. Pourquoi avoir voulu transformer CV Aden, qui est en fait une base de données colossale de CV ? Alors exactement, donc ça a 12 ans, CVADN 1, donc aujourd'hui lancement de CVADN 2. On dirait une fusée quand vous dites ça. Exactement, on lance une fusée, c'est un vrai petit bijou, donc j'invite tout le monde à venir l'essayer parce que c'est vraiment en termes du X, du Y, de l'interface est vraiment complètement upgradée. C'est une évolution qui était nécessaire tout simplement liée aux usages et aux outils aujourd'hui auxquels on a à notre disposition, mais c'est aussi un saut avant tout technologique, donc ce qu'on ne voit pas. Sous l'interface utilisateur, sous la nouvelle expérience vraiment améliorée, il y a aussi une technologie notamment de search sémantique. On a nous-mêmes des brevets d'ailleurs en recherche sémantique. On a une boîte hyper innovante, la French Tech, voilà, Figaro Classified. C'est vraiment important. Qui vous ont permis d'avoir des outils qui vous permettent quoi finalement alors de faire remonter. Donc en texte, c'est des outils de search qui permettent de faire remonter en termes de rapidité et aussi de pertinence, de faire remonter des CV en fonction des recherches faites par les recruteurs, mais aussi en lien avec les métadonnées ou les données déclaratives données par les candidats, donc qui permettent vraiment de faire une rencontre intéressante des deux côtés. Et d'affiner encore plus la recherche. Exactement. Et d'ailleurs, on utilise entre autres des briques techno qui sont utilisées notamment par Amazon. Donc en termes de moteur de recherche, c'est juste pour donner une idée de la nécessaire puissance des moteurs et des algos qu'on a besoin de faire tourner pour faire bien notre travail. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, vous accélérez l'accès à l'information. On accélère l'accès aux informations des CV et à la capacité de nos outils de faire remonter en temps réel les CV les plus pertinents en fonction de recherche. Et certains recruteurs savent faire des recherches extrêmement pointues et ils veulent quelque chose de très fin qui correspond exactement à ce qu'ils ont décrit. D'autres vont avoir une attitude beaucoup plus d'utilisateur classique de Google, je mets un mot-clé et là c'est d'autres algorithmes qui vont rentrer, qui vont un peu comme des synapses et des neurones qui vont travailler, essayer de comprendre ce qui est recherché pour faire remonter en fonction des CV déjà vus, ceux qui ont l'air d'intéresser le recruteur, de faire remonter les bons CV. Donc c'est une bombe technologique, CV Aden. Exactement. Vous avez rempli ce site de multitude d'outils technologiques incroyables, notamment des algorithmes. Exactement. C'est vraiment c'est de la tech. C'est de l'interface et c'est du contenu. Naturellement, il faut parler des CV. Les CV, c'est le cœur de ce que recherchent les recruteurs. C'est aussi ce que déposent les candidats. Quand un candidat dépose un CV, notamment sur Cadre Emploi, par exemple, qui est une des bases qu'agrège l'interface CV Aden. Quand un candidat dépose un CV sur Cadre Emploi, il veut que ce CV tombe dans la main immédiatement de milliers de recruteurs qui cherchent
un profil comme le tien. Je ne veux pas vous challenger, mais certains ici sur ce plateau nous disent mais c'est fini le CV papier, maintenant c'est les réseaux sociaux, c'est LinkedIn, il y a encore la place pour le CV classique puisque c'est du CV classique. Ah ben, ça reste aujourd'hui au cœur de tous les recrutements et d'ailleurs beaucoup. Il existe encore ce CV classique. La plupart des mises en relation qui peuvent être faites par d'autres biais souvent aboutissent à une demande très simple, c'est est-ce que vous avez un CV, passez-moi votre CV. Voilà. Et il y a vraiment une dimension aussi dans CV ADN qui est très importante, parce que vous avez parlé des réseaux sociaux, c'est deux logiques complètement opposées quasiment. Même si ça peut ressembler en premier lieu à quelque chose de similaire, ça peut être, certaines entreprises utilisent les deux, mais vraiment dans la logique propre, un réseau social, ça sert à démultiplier les points de contact. Quels que soient les sujets, ça peut être de la sollicitation, ça peut être juste son réseau, et ça peut être éventuellement être du recrutement. Mais vraiment, l'outil n'est pas pensé en premier lieu pour du recrutement. Là où une base de CV, notamment CV ADN, c'est là pour multiplier uniquement les mises en relation entre des talents et des recruteurs. Voilà, donc c'est 100% emploi. C'est effectivement très corporate et ça permet d'accompagner le recruteur dans une recherche très très fine. Il faut aller, je suis allé voir effectivement la manière dont vous avez organisé et l'environnement d'ailleurs, l'ergonomie du site est assez intéressant pour le recruteur. CV ADN. Merci Pierre Antébi, directeur business marketing. J'ai appris plein de choses, qu'il y avait plein d'algorithmes dans ces sites. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Figaro Classified, je l'ai bien dit cette fois-ci. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à Fanny Gressmer qui était dans mon oreille et qui m'accompagne dans cette émission, puis à toute l'équipe technique évidemment. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Restez fidèles à Bismart.